Bonjour chers amis auditeurs, pour notre rencontre d'aujourd'hui, nous accueillons Olivia Sarton qui vient nous présenter son livre PMA, ce qu'on ne vous dit pas. Donc Olivia, vous êtes directrice adjointe juridique de Juris pour l'enfance et vous animez une chronique le vendredi, le droit dans tout ça. Oui, tout à fait. Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs de Radio Espérance. Voilà, je suis ravie de vous présenter ce livre aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la PMA ? Alors, en France, on emploie indistinctement deux termes, soit assistance médicale à la procréation, AMP, qui est le terme retenu par la loi, soit procréation médicalement assistée, qui est le terme que vous retrouvez le plus fréquemment dans les journaux et dans les médias. Le terme AMP, assistance médicale à la procréation, montre bien de quoi il s'agissait à l'origine. Il s'agissait d'apporter une aide médicale à un couple homme-femme pour lequel une infertilité avait été médicalement diagnostiqué ou pour lequel il était nécessaire d'éviter la transmission d'une maladie grave. Aujourd'hui, on est passé sur une procréation médicalement assistée. Alors, il y a une hausse de l'infertilité importante en France comme partout dans le monde. Et aujourd'hui, le seul recours qui soit proposé, c'est une procréation assistée ou artificielle. Je dis artificielle parce que l'objectif des promoteurs de la procréation artificielle tel que c'est affiché, notamment aux États-Unis, c'est que dans 20 à 30 ans, la grande majorité des personnes passent par la procréation artificielle pour concevoir un enfant et que notamment tous ceux qui disposent d'une bonne couverture de santé passent par la procréation artificielle et ne conçoivent plus naturellement un enfant. L'objectif est donc de décorréler totalement procréation et sexualité en le poussant jusqu'à son terme, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par la sexualité pour concevoir un enfant. Et ça, dans le but d'avoir un enfant conforme à des attendus, des désirs, des présupposés. Où en est la loi de bioéthique aujourd'hui ? Alors en France, donc le projet de loi de bioéthique, je rappelle, il a été introduit en juillet 2019. Il y a eu un premier vote, le vote en première lecture à l'Assemblée nationale à l'automne 2019. Ensuite, la loi a été examinée par le Sénat qui a voté un texte légèrement différent en première lecture le 4 février 2020. Et la crise sanitaire a stoppé le processus puisque le Parlement n'étant plus dans sa forme ordinaire, il ne pouvait plus poursuivre l'examen des lois, on va dire ordinaires, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas liés à la situation de crise sanitaire. Aujourd'hui, certains font du lobbying pour que le projet de loi bioéthique revienne assez vite à l'examen. Le gouvernement avait parlé plutôt de 2021. Là, on a une forte pression pour que l'examen du projet de loi bioéthique reprenne en septembre. Donc aujourd'hui, on est un peu dans l'attente, dans l'expectative, mais selon toute probabilité, l'examen du projet de loi de bioéthique devrait reprendre. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Merci. Quels sont ces enjeux, en fait, les enjeux de cette loi ? Ceux qui sont affichés et puis ceux qui sont sous-jacents. Alors vous avez raison de distinguer ceux qui sont affichés et ceux qui sont sous-jacents. Ceux qui sont affichés, c'est de remédier à une prétendue inégalité de droit, c'est-à-dire le fait que les femmes seules et les couples de femmes aujourd'hui en France ne puissent pas avoir accès à la PMA. Ça, c'est l'objectif affiché. L'objectif réel, l'objectif qui est derrière, c'est d'ouvrir très largement le marché de la procréation artificielle. Le marché de la procréation artificielle, c'est un business qui est énorme. Aujourd'hui, on assiste à l'impasse sur notre modèle économique qui a abouti à l'épuisement des ressources naturelles, à la paupérisation d'une grande partie du monde par cet épuisement des ressources naturelles. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, il y avait une ressource naturelle qui perdurait, qui était renouvelable, a priori à l'infini ou presque, c'était l'homme. Et l'homme, en plus, a un double avantage, c'est qu'il est à la fois le produit prêt à consommer et il est à la fois le consommateur. Donc, on est dans un paradigme parfait où on a une seule et même entité, l'homme, qui va à la fois être consommé, entre guillemets, et être consommateur. Alors, comment cette consommation de l'homme se déploie-t-elle ? Notamment dans tout ce qui est les applications de santé autour de l'homme, et notamment dans ce qu'on appelle les applications de santé, enfin tout ce qui est santé procréative, et donc la procréation artificielle. Il faut savoir qu'au niveau mondial, le marché de la procréation artificielle, parce que c'est vraiment un marché, donc aujourd'hui vous trouvez par exemple des études de ce marché qui vous analysent les acteurs, les chiffres d'affaires actuels, les chiffres d'affaires espérés à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans.
de la même manière que vous trouvez des études sur le marché de la construction automobile, par exemple. Donc on est vraiment sur l'homme est devenu un produit de consommation comme un autre. Et donc, ces études de ce marché de la procréation montrent qu'aujourd'hui, on a déjà dépassé la dizaine de milliards de dollars ou d'euros, et que d'ici 2 ans, on devrait être à plusieurs dizaines de milliards d'euros, et après, c'est sans fin. Donc, aujourd'hui, l'objectif, en réalité, dans ce projet de loi de bioéthique, c'est de faire de la France, qui était jusqu'à maintenant relativement protégée par ces lois, de faire un terrain de jeu comme bon nombre d'autres pays de la France pour le marché de la procréation artificielle. C'est ça le véritable enjeu, et c'est notable notamment dans la version adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture. Parce que l'objectif affiché, on est d'accord, c'est ouvrir la PMA aux couples de femmes ou aux femmes seules. Or, le projet de loi tel qu'il a été présenté en Conseil des ministres et tel qu'il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ouvre la procréation médicalement assistée à tous. Et quand on dit à tous, on dit aux femmes et aux couples de femmes, et aux couples hommes-femmes sans condition d'infertilité. Et en réalité, ce sont eux la véritable cible du marché. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes seules ou les couples de femmes, et qu'en plus, ils sont potentiellement fertiles, donc ils vont être des clients satisfaits, récurrents de la procréation médicalement assistée. Et donc, c'est eux, le marché véritable qui est visé. Et c'est eux qu'on va essayer de convaincre de ne plus passer par la procréation naturelle, mais de passer exclusivement par la procréation artificielle. Un dernier chiffre qui peut être intéressant. Vous serez d'accord avec moi qu'un enfant conçu naturellement, il ne rapporte rien à personne en termes de chiffre d'affaires. Un enfant qui est conçu par insémination artificielle, c'est un chiffre d'affaires de 7 000 € pour une clinique, enfin pour les différents acteurs. Un enfant qui est conçu par fécondation in vitro, c'est à peu près 15 000 €, 14-15 000 €. Donc on voit bien que l'objectif, c'est de développer un marché du vivant par la procréation artificielle, et que pour ça, il faut disqualifier la procréation naturelle au profit de la procréation artificielle. C'est ce que le projet de loi de bioéthique s'emploie à faire. Vous parlez des acteurs du marché. Quels sont-ils ? Alors les acteurs du marché, on peut en distinguer plusieurs. D'abord les cliniques privées, les cliniques dites de fertilité, ce qu'on appelle les cliniques de fertilité dans le monde, qui se sont organisées autour de... Aujourd'hui, ce sont des véritables chaînes de cliniques de fertilité qui sont détenues par des fonds d'investissement. Vous avez des opérations de fusion, acquisition récurrentes, comme dans n'importe quel domaine. Et c'est très mouvant comme marché. Donc, vous avez un fonds d'investissement qui va détenir une chaîne de cliniques pendant 2, 3, 4 ans, jusqu'à ce qu'il ait fait la culbute en termes de gains qu'il attendait, et puis il va revendre la chaîne de cliniques. En France, on a 50% des actes de PMA qui sont effectués dans des cliniques privées. Dans certains départements, c'est 100% des actes de PMA qui sont effectués dans des cliniques privées. Et on assiste en France en ce moment à ce phénomène de rachat des cliniques privées, quel que soit le domaine, mais en particulier sur la procréation assistée, par des fonds d'investissement. Et l'objectif du fonds d'investissement, quand il investit, c'est d'accroître ses parts de marché, de manière à accroître son chiffre d'affaires, à accroître son bénéfice. Et donc, les cliniques privées sont les premiers acteurs de ce marché de la procréation artificielle. Le deuxième acteur sont les banques de gamètes, qui est un marché extrêmement important. Alors en France, on est sur du don de gamètes. Donc, c'est-à-dire que la personne qui vient fournir ces gamètes n'est pas rémunérée ni indemnisée, et les gamètes ne peuvent être vendues. Mais ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde, où les gamètes peuvent être achetées extrêmement cher et revendues encore plus cher. Vous avez des banques de gamètes spécialisées notamment aux États-Unis. Pour vous donner un exemple, il y a une banque de gamètes qui a été créée en 2003, 2001 ou 2003, je ne sais plus exactement, par une femme d'affaires américaine. Et elle avait apporté environ 1 million de dollars, 1,5 million de dollars pour créer sa banque de gamètes. Elle l'a revendue en 2018, donc très peu de temps après, et elle l'a revendue 200 millions de dollars. Donc on voit la culbute financière et l'intérêt qui est porté sur ces banques de gamètes. Donc ça, c'est le second acteur du marché qui a tout intérêt à ce que la PMA se développe en France, notamment la PMA avec tiers donneur. Le troisième acteur, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, puisqu'ils fabriquent des produits destinés à accompagner les parcours de PMA. Donc, eux ont tout intérêt aussi à ce que les parcours de PMA se développent. Et le dernier acteur, ce sont les industries qui équipent les centres de PMA. Les équipements coûtent très cher. Un embryoscope, c'est entre 80 000 et 100 000 €.
Et les centres de PMA, pour être attractifs, les cliniques de fertilité pour être attractives, ont intérêt à avoir toujours l'équipement dernier cri. Donc on a une espèce de course en avant sur les équipements. Ça, c'est notamment Jacques Testard qui le dit, me semble, en disant que parfois un centre, une clinique de fertilité va mettre un équipement qui en fait aura par rapport à l'ancien juste un nouveau gadget qui n'apportera rien en soi pour l'amélioration de la procréation, mais ça sera important pour son marketing, pour attirer de nouveaux clients. Et donc ces industries, elles ont aussi intérêt à ce que se développent les cliniques de fertilité. Pourtant, la PMA, quand on entend comme ça, on se dit mais c'est une bonne chose puisque ça permet à des personnes d'avoir les enfants qu'elles désirent. Alors pourquoi s'y opposer ? C'est un sujet qui est toujours très délicat parce qu'effectivement, on est confronté à la souffrance qui peut être tout à fait authentique de personnes qui désirent avoir des enfants. Et le discours aujourd'hui, c'est de se dire, puisque la science leur permet d'avoir ces enfants qu'elles désirent avoir, pourquoi est-ce qu'on leur interdirait ? Mais la PMA pose un certain nombre de problèmes. La PMA, de manière générale, et c'est très important de le dire, c'est que dans ce projet de loi de bioéthique, les opposants à la PMA, ils s'opposent certes à l'ouverture à la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes, parce que ça pose des problèmes intrinsèques pour un enfant d'être privé de sa branche paternelle. On y reviendra tout à l'heure. Mais ils s'opposent aussi de manière générale à la PMA tout court, et notamment la PMA avec tiers donneur, à cause des conséquences importantes que cela a. Alors si je parle de la PMA avec tiers donneur, c'est problématique en soi, puisque un enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant, lui reconnaît à l'article 7 le droit de connaître et d'être élevé dans la mesure du possible par ses parents. Quand on dit ses parents, on entend ses parents de naissance, ceux qui sont à l'origine de sa vie. Et quand on dit dans la mesure du possible, on dit sauf accident de la vie qui fait que l'enfant ne peut pas être élevé par ses parents. Mais on ne dit pas que une loi a vocation à priver sciemment des enfants de l'accès à leurs parents, les parents grâce auxquels ils sont là sur la Terre, c'est-à-dire les parents qui ont donné les gamètes nécessaires pour la conception de ces enfants. Donc la PMA avec tiers donneur pose un vrai problème. Aujourd'hui, on est focalisé sur l'anonymat du donneur, puisque les premières générations d'enfants qui sont nés de PMA avec tiers donneur ont fait valoir leur gêne pour certains, leur souffrance pour d'autres, de ne pas avoir accès à l'identité de leur donneur. Aujourd'hui, en France, c'est toujours interdit. Il y a d'autres pays dans lesquels les enfants ont accès à l'identité du donneur. Certains veulent créer des liens avec ce donneur. Certains ont déjà des parents, une mère, un père, et ils ne veulent pas créer de lien avec ce donneur. C'est propre à chacun. Mais en tout cas, aujourd'hui, le débat est focalisé sur l'anonymat ou non du donneur. Mais ce n'est pas parce qu'un enfant aura le droit à ses 18 ans, comme c'est prévu par le projet de loi de bioéthique, à potentiellement avoir accès à l'identité de son donneur, que ça remplacera le fait de pouvoir avoir un lien de filiation avec ce donneur, de pouvoir avoir été élevé par lui. Connaître l'identité de mon père ne remplace pas le fait d'avoir été élevé par lui, d'avoir vécu avec lui, d'avoir un lien, de m'inscrire dans cette généalogie. Donc la PMA avec tiers donneur est problématique en soi. En ce qui concerne le projet de loi de bioéthique, elle est d'autant plus problématique puisqu'elle va priver un enfant de l'accès à sa branche paternelle. Donc l'accès à sa branche paternelle, certains disent, et on a vu un documentaire par exemple hier, qui disait c'est pas très important, ce qui est important c'est d'être aimé, certes, d'être aimé c'est très important, mais l'amour ne suffit pas. Si une famille dit qu'elle aime son enfant, mais que par exemple elle le scolarise pas parce qu'elle estime que la scolarisation n'est pas importante, on lui reprochera d'avoir privé son enfant d'un de ses droits, c'est-à-dire celui d'être éduqué. Dire qu'un père ce n'est pas important, c'est le postulat des adultes pour justifier la situation dans laquelle eux veulent se mettre, mais on ne se place pas du côté de l'enfant, et du côté de l'enfant c'est de pouvoir avoir dans la mesure du possible une mère et un père. Et donc quand on voit un enfant et on exploite son témoignage en disant, l'enfant dit je n'ai pas de père, ça me manque pas puisque je sais pas ce que c'est, son témoignage est exploité pour dire vous voyez bien il est pas malheureux. Alors on peut que se réjouir du fait qu'il soit pas malheureux, mais je trouve que cet enfant dit toute la vérité. Je ne sais pas ce que c'est qu'un père, donc je ne peux pas savoir si ça me manque. Mais on l'a privé d'un de ses droits fondamentaux, d'avoir un père. Dans ce cas-là, on pourrait priver d'autres êtres humains de leurs droits fondamentaux, certains de leurs droits fondamentaux,
Par exemple, je pourrais vous priver de votre liberté, je pourrais vous rendre esclave. Si vous pouvez avoir des enfants, vos enfants naîtront dans une situation d'esclavage, et je dirais, mais vos enfants ne connaissent pas la liberté, ils ne l'ont jamais connue, ils n'ont pas besoin de cette liberté, puisqu'ils ne la connaissent pas, ça leur manque pas. Ou alors, je place des enfants à naître dans une situation d'inégalité, donc il y en a qui vont être placés dans une situation de servage par rapport à d'autres, et on dira, mais ils ont toujours connu cette situation d'inégalité, donc ça les prive de rien, ils ne sont pas malheureux puisqu'ils sont bien traités, avec bienveillance, ils sont dans une situation d'inégalité, ça les prive de rien. Si ça les prive, on a des droits fondamentaux, nous avons des libertés fondamentales. Si on a estimé que juridiquement, il fallait qualifier ces droits de fondamentaux ou la liberté de fondamentale, c'est bien qu'elle était intrinsèquement nécessaire à l'être humain, quand bien même d'autres êtres humains voudraient vous en priver. Et pour les enfants, c'est pareil. Leur droit fondamental, c'est de pouvoir avoir accès et d'être élevés par leurs parents. C'est leur droit fondamental. Les priver, ça restera toujours un préjudice et une violence contre eux. Est-ce qu'il y a des conséquences négatives sur la santé, à la fois des enfants, des donneurs ? Rapidement. Oui, c'est une question très intéressante parce qu'elle est assez peu creusée en France alors qu'elle l'est très largement à l'étranger. Même dans des pays où on pratique la PMA, les scientifiques n'ont pas peur de s'attaquer à ces questions et de diligenter des études très bien documentées. Et grâce à ces études étrangères, on voit que, en raison des techniques de PMA elles-mêmes, c'est-à-dire que les enfants sont affectés de pathologies médicales particulières dues au stress cellulaire engendré notamment par la manipulation des cellules ou par les impacts sur la température qui ne sont pas les températures du corps, même si on essaie de s'en rapprocher. Et donc, il y a des études très bien faites qui montrent que les enfants ont plus de chances, quand ils ont été conçus par PMA, d'être affectés de cancer, par exemple, d'être cancer particulier, de mourir de mort prématurée avant leur 1 an, dans des proportions importantes, puisqu'on double le risque, d'être affectés de désordres épigénétiques, de malformations congénitales non chromosomiques, telles que des anomalies cardiaques, d'être atteint d'autisme, d'être atteint de pathologies importantes, non négligeables, qui les touchent directement. Donc on ne peut pas dire, comme on le fait en France, que la PMA c'est sans risque. En France, vous lisez dans les journaux que la PMA c'est sans risque, hormis le risque d'échec. C'est faux. Il y a des risques médicaux importants pour les enfants. Un enfant qui est conçu par PMA a vraiment plus de risques qu'un autre de développer des pathologies importantes. On a aussi des risques médicaux pour les personnes qui se soumettent à ce parcours de PMA. Alors on le sait, par exemple pour les femmes, elles ont beaucoup plus de risques de développer certaines pathologies lors de l'accouchement ou même lors de la grossesse. Elles mettent en danger souvent leur santé psychologique parce que ces parcours de PMA à répétition sont usants. Sachant que la PMA connaît un taux d'échec très important. En France, un parcours de PMA aboutit à une naissance dans 16,9% des cas seulement. Donc ça signifie vraiment que, de manière très générale, une femme qui s'engage dans un parcours de PMA, elle a que moins de 2 chances sur 10 que ce parcours aboutisse. Donc c'est pas sans danger sur sa santé psychique non plus. Et pour les couples, on sait que ça a un impact considérable sur leur vie affective et sexuelle. Il n'est pas rare que des couples se séparent après des parcours de PMA, tellement ça les a usés et épuisés. Donc ce sont des risques qu'on doit prendre en compte aussi. Et puis il y a aussi les risques pour les donneurs, enfin notamment les donneuses d'ovocytes, puisque soumettre le corps féminin à une production forcée d'ovocytes, souvent en répétition, ce n'est pas sans incidence pour les donneuses. Et là encore, par exemple, il y a eu un documentaire américain qui a montré que les donneuses pouvaient développer des cancers après en raison des traitements hormonaux auxquels elles ont été soumises, ou pouvaient elles-mêmes développer ensuite une infertilité liée aux traitements subis pour produire des ovocytes en grande quantité. Et quel est le poids en fait de cette PMA sur la société française au point de vue financier ou... Alors au point de vue financier, en France, la particularité, c'est donc que la PMA est prise en charge à 100%, ce qui constitue une exception et un régime dérogatoire par rapport à la prise en charge habituelle par l'assurance maladie. On le sait tous, on le voit tous, quand on va avoir un soin ou à la pharmacie, on a ce qui s'appelle le ticket modérateur qui s'applique. C'est-à-dire que l'assurance maladie prend en charge une certaine partie des soins ou des médicaments prix consommés et le reste est à la charge de l'assuré social. Alors souvent, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on a quand même des mutuelles qui prennent en compte une partie de ce reste à charge. Il peut néanmoins rester de toutes les manières un reste à charge.
Ça, c'est la règle. L'exception, c'est que pour, par exemple, ce qu'on appelle les affections longue durée, il y a une prise en charge à 100%. Or, de manière assez étonnante, la procréation médicalement assistée est depuis l'origine prise en charge à 100%. Ça a été contesté certaines fois, plusieurs reprises, et notamment quand il y a eu des arbitrages, c'est-à-dire que l'assurance maladie est chroniquement en déficit. Là, j'ai vu les chiffres annoncés du déficit. Évidemment, avec la crise sanitaire, on atteint des gouffres. Et donc, quand la sécurité sociale est en déficit, eh bien, elle doit arbitrer entre continuer à rembourser certains médicaments ou pas, continuer à prendre en charge certaines pathologies ou non. Il y avait eu notamment un débat entre appliquer le ticket modérateur à la procréation médicalement assistée et sortir du traitement des affections longue durée, c'est-à-dire la prise en charge à 100%, l'hypertension artérielle. Eh bien, dans le débat, alors que l'économie annoncée était beaucoup plus importante en introduisant le ticket modérateur pour la procréation médicalement assistée, c'est l'hypertension artérielle qui a été sortie du dispositif de prise en charge à 100%. En soi, c'est choquant, c'est-à-dire que on doit privilégier la prise en charge à 100% d'une affection de longue durée, une maladie, plutôt que la procréation médicalement assistée. Donc, c'est impactant pour les finances de la sécurité sociale. En 2019, la Cour des comptes a pour la première fois opéré un décompte qu'elle a chiffré pour... Donc, elle a examiné l'année 2016 à 295 millions d'euros. Sachant que dans ces 295 millions d'euros, elle n'a pas pris en compte, par exemple, l'impact des jours d'arrêt maladie nécessaires pour les opérations de PMA. Donc, son chiffrage est même pas tout à fait complet. Et on sait que si le projet de loi bioéthique qui vise à ouvrir la procréation médicalement assistée à tous est adopté et qu'on arrive sur cet objectif affiché par les scientifiques américains d'une procréation artificielle généralisée, on sera dans un déplafonnement extrêmement coûteux pour la société de la prise en charge de la procréation médicalement assistée. Alors pour la PMA, on parle beaucoup d'égalité. Alors, égalité. La difficulté avec l'égalité, c'est que deux personnes qui sont placées dans une situation différente n'ont pas le droit au même traitement. C'est-à-dire que deux personnes placées dans la même situation ou une situation identique doivent être traitées de la même manière. Mais quand on n'est pas placé dans des situations identiques, on n'a pas les mêmes droits. Et là, on revendique une égalité pour des personnes qui ne sont pas placées au regard de la procréation dans une situation identique à des couples hommes-femmes. Une femme seule ou un couple de femmes, elle est objectivement pas dans une situation d'inégalité par rapport à un couple homme-femme au regard de la procréation, puisqu'elles ne peuvent pas procréer seules. Donc on prétend remédier à une inégalité, et en prétendant y remédier, on va créer en fait une véritable inégalité entre les enfants. C'est-à-dire qu'on aura des enfants qui auront un père et une mère, on aura des enfants qui auront une mère seule, c'est-à-dire un seul parent, et qui seront privés de la possibilité d'avoir une double filiation. Et on aura des enfants qui se verront imposer d'avoir deux mères et qui seront privés de la possibilité d'avoir une filiation paternelle. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, que c'est exactement la même chose et que donc d'avoir deux filiations maternelles, c'est la même chose que d'avoir une filiation maternelle et une filiation paternelle. Or, ce n'est pas exact. Et par ailleurs, ces enfants seront privés d'avoir accès à leur filiation biologique. Donc on aura bien une inégalité entre des enfants qui, eux, auront l'intégralité de leur filiation biologique, du côté maternel et du côté paternel, et d'autres enfants qui en seront objectivement privés. Et en particulier pour les enfants qui vont naître au profit de femmes seules, ils seront objectivement dans une situation inégalitaire par rapport aux autres enfants, parce qu'ils auront été placés dès leur naissance dans une situation de plus grande fragilité, parce que les statistiques montrent qu'ils sont plus soumis aux aléas de la vie. Si leur mère tombe malade, perd son emploi, décède, ils sont objectivement dans une situation plus fragile que ceux qui sont nés au sein d'un couple. Donc, pour prétendre remédier à ce qui nous est présenté comme une inégalité, on va en fait créer une inégalité très grande entre les enfants. Et ce qui est choquant, c'est une inégalité créée par la loi. Et cette loi de bioéthique, si elle est votée, est-ce qu'elle ne va pas entraîner la GPA de fait? Si, vous avez raison, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Dans les documentaires qui nous sont présentés, on vous présente des familles dans lesquelles des enfants sont nés soit par PMA au profit de couples de femmes ou de femmes seules, soit par GPA. Donc on ne fait plus aujourd'hui de différence. On a vu aussi tout le déploiement médiatique à l'occasion de la crise sanitaire, quand il y a eu des enfants, des bébés qui se sont retrouvés privés de
de leur mère biologique, de leur mère de naissance, placés dans des hôtels en Ukraine ou en Géorgie, et qui sont là comme des biens de consommation à attendre que les personnes qui les aient commandés viennent en prendre livraison. Et on voit bien derrière le traitement médiatique qu'il y a eu derrière qu'on a présenté les parents, les commanditaires de ces enfants comme les véritables parents et comme ceux qui souffraient de cette situation. C'est pas du tout attardé sur le sort des enfants et sur la violence qui était ainsi imposée aux enfants. Donc on voit bien déjà que le traitement médiatique qui est fait vise à assimiler la GPA à un mode de conception des enfants comme un autre. Et on sait bien que les arguments qui ont été utilisés pour justifier la PMA seront utilisés de la même manière pour justifier la PMA. Vous me parliez d'égalité. À partir du moment où une femme seule ou deux femmes revendiquent une égalité avec un couple homme-femme en disant « eux ont droit à avoir un enfant, moi aussi j'ai droit à avoir un enfant », alors que justement on n'est pas dans des droits, et que justement ce droit à l'enfant étant pas être reconnu, puisqu'on a même un sénateur qui a dit qu'il consacrait le droit au désir d'enfant, ce qui veut dire on peut enlever le mot désir, et il consacre le droit à l'enfant. Et bien à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi d'autres personnes vont être exclues de ce droit et ils vont faire valoir les mêmes arguments d'inégalité de traitement, de discrimination. Et on voit bien qu'on est dans un discours qui est presque pathologique par rapport à la venue d'un enfant. Là, à l'occasion de la crise sanitaire, les centres de PMA ont été fermés pour tout le monde. Et il y a une femme qui était dans un couple homme-femme, qui avait débuté un parcours de PMA, son parcours s'est arrêté. Et elle a estimé qu'elle était victime d'une discrimination par rapport aux couples hommes-femmes fertiles naturellement, à qui on n'interdisait pas de concevoir pendant le confinement. Donc elle aurait souhaité qu'on interdise aux couples hommes-femmes de continuer à concevoir naturellement, parce qu'elle serait victime d'une discrimination, parce qu'on lui interdisait d'accéder au centre de PMA. Donc on voit bien qu'on est dans la revendication d'un droit et que l'enfant se retrouve chosifié. Il se trouve réifié. On a le droit à avoir un enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles on l'obtient. Donc avec l'adoption de la loi de bioéthique qui ouvrirait la PMA à tous, sans condition d'infertilité, eh bien on arrive sur la justification juste derrière de la GPA. Merci beaucoup Olivia. Alors pour tous nos amis auditeurs qui désirent lire le livre d'Olivia, je vous rappelle le titre, PMA, ce qu'on ne vous dit pas, et c'est paru aux éditions Pierre et Teki. Voilà, merci Martine. Merci Olivia. Au revoir. Au revoir.